Parfois, le passé frappe doucement à la porte, avec un parfum oublié, un silence trop parfait, ou une vérité qui attendait son heure. Dans cette maison, chaque regard dissimule un secret, chaque murmure effleure une trahison, un crime ancien, une mémoire blessée, et un homme aux petites cellules grises pour tout démêler. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Ce matin-là, je trouvais mon ami Hercule Poirot installé à son bureau, les sourcils légèrement froncés, penché sur une enveloppe au papier ivoire. Il la tenait entre deux doigts, comme un objet fragile et suspect, et ses narines se plissaient avec un certain agacement mêlé de curiosité. Une lettre, Hastings, qui défie l'ordinaire. Je m'assis sans mot dire, intrigué. Il la fit glisser vers moi. L'enveloppe était cachetée d'un simple « M », calligraphié d'une main ferme. Mais ce n'était ni l'écriture ni la sobriété de l'enveloppe qui attiraient l'attention. Un parfum, léger, entêtant, délicat et pourtant obsédant. Un parfum de jasmin. Elle émane de Lady Margaret Craydon, poursuivit Poirot, veuve de l'industriel Edwin Craydon, mort il y a 2 ans dans ce que l'on a appelé une chute cardiaque nocturne. Elle m'invite à séjourner à Windmere Hollow pour l'aider à élucider une impression. Je haussai un sourcil. Une impression. Elle affirme avoir reçu, avant-hier, une lettre anonyme, une lettre qui lui affirme que la mort de son époux n'était pas naturelle. Et, détail intéressant, cette lettre aussi portait ce parfum de jasmin. Il tapota du doigt le bord de la table. Et si ce parfum n'était pas anodin, Hastings, et s'il ne s'agissait pas d'un simple caprice féminin? Je n'eus guère besoin d'être convaincu davantage. Quand Poirot accepte une affaire, c'est toujours qu'il y devine une géométrie cachée. Et cette fois, elle semblait s'épanouir dans une fragrance. Nous prîmes la route dès l'aube, à bord d'un fiacre réservé pour l'occasion. Le ciel était voilé de brume, et les haies du Surrey, encore endormies, se dressaient comme les pages d'un livre oublié. Poirot, silencieux à mes côtés, gardait les bras croisés, les yeux mi-clos, mais je savais que son esprit travaillait à grande vitesse. « Hastings, dit-il soudain, pourquoi une lettre aujourd'hui? Pourquoi maintenant, après 2 ans de silence ?» Je me contentais d'un haussement d'épaules. Peut-être que la conscience d'un témoin s'est réveillée, ou qu'un danger plus ancien vient de renaître. Il hocha lentement la tête. Ou bien quelqu'un tente de manipuler Lady Margaret. Une lettre, voyez-vous, c'est à la fois un aveu et un piège. Je me gardais bien de répondre. Il m'a paru que l'enquête à venir ne serait pas de celles où l'on court après des empreintes de pas dans la boue. Non, c'était un parfum que nous devions suivre, un souvenir volatile, et le souvenir, lorsqu'il ressurgit, a souvent le goût du regret. Lorsque nous franchîmes le portail de Windmere Hollow, un silence palpable nous enveloppa. Le manoir, en pierre pâle, se dressait au sommet d'une colline ourlée de bruyères. Il n'était ni imposant, ni misérable, mais il émanait de ses murs cette retenue douloureuse propre aux maisons marquées par l'absence. La porte s'ouvrit presque aussitôt sur une domestique austère qui nous introduisit sans mot dire dans un hall tapissé de portraits éteints. L'air y était tiède, chargé d'une odeur de cire, et, fugitivement, d'autre chose. Je me tournai vers Poirot. « Vous sentez ?» Il incline doucement la tête. « Le jasmin, mon cher Hastings. Il est discret, mais persistant, comme une main posée sur votre épaule dans l'obscurité. » Nous fûmes menés au petit salon, aux rideaux tirés malgré l'heure. Là, dans un fauteuil près de la cheminée, éteinte, se tenait Lady Margaret Craydon, fine, droite, le visage sévère, mais non sans élégance.
Un châle sombre sur les épaules, elle nous salua d'un ton presque cérémoniel. « Monsieur Poirot, je vous remercie d'avoir répondu. » Il s'inclina poliment. « Une lettre parfumée de jasmin n'est jamais banale, madame. Elle est l'appel d'un souvenir, et peut-être d'une vérité oubliée. » Lady Margaret nous observa quelques instants, comme pour évaluer le poids de ses propres mots avant de les prononcer. Puis, d'une voix basse, mais assurée, elle déclara « Mon mari, Edwin, est mort paisiblement dans son sommeil. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Il s'est couché sans plainte, et le matin, il ne s'est pas réveillé. » Je notai un bref tressaillement sur son visage. Elle poursuivit « Mais ce n'est pas cela qui m'a troublé. Ce fut 6 mois avant sa mort. Il avait reçu une lettre. Il n'en parla à personne, sauf à moi, et encore, à demi-mot. Je le surpris en train de la brûler dans l'âtre. Et ce soir-là, son visage était livide. Je lui demandai ce qu'il s'était passé. Il me répondit simplement « Les morts n'oublient pas. » Et il se tut. Elle marqua une pause, comme si ces mots résonnaient encore à ses oreilles. Cette semaine, j'ai reçu une lettre presque identique. L'écriture était différente, mais l'enveloppe portait le même parfum, du jasmin, et la même phrase « Les morts n'oublient pas. » Poirot, attentif, joignit les doigts. « Et vous n'avez aucun soupçon sur l'auteur? Aucun. Ou plutôt, trop de soupçons pour pouvoir en nommer un seul. » Il se leva et fit quelques pas dans la pièce. « Le jasmin n'est pas un parfum banal, madame. C'est celui des souvenirs enfouis dans la chaleur d'un été ancien. Peut-être faut-il désormais écouter ce que disent les morts. » En quittant le salon pour monter à nos chambres, Poirot s'arrêta un instant au bas de l'escalier, les narines frémissantes. Il ferma les yeux. « Hastings, ce parfum, il ne m'est pas inconnu. » Je le regardai, surpris. « Vous l'avez déjà senti? » ?»« Oui. Autrefois, lors d'une affaire à Tunbridge Wells, une femme portait ce même parfum, si singulier dans son intensité légère. Elle s'appelait Alice. Je retins le nom, sans oser poser de questions. Poirot reprit, songeur. « Le jasmin, ce n'est pas qu'un parfum. C'est une signature invisible, une manière de dire « je suis encore là », même après la mort. » Il posa une main sur la rampe, comme pour appuyer sa pensée. Ce manoir ne porte pas seulement l'ombre d'un deuil, il respire quelque chose d'ancien, un chagrin qui n'a pas été pleuré. Et tandis que nous gravissions les marches, je sentais moi aussi l'étrangeté de l'air autour de nous, non pas lourde comme un secret récent, mais douce et persistante, comme une présence silencieuse qui attendait d'être regardée en face. Le lendemain matin, je parcourus les couloirs du manoir en compagnie de Poirot. D'un pas discret mais attentif, Windermere Hollow avait cette atmosphère singulière des maisons où l'on n'attend plus personne. Chaque objet semblait à sa place, et pourtant, chaque chose paraissait également déplacée, comme si le temps avait suspendu sa course entre ces murs. Poirot s'arrêta devant une grande pendule au balancier immobile. Le silence, Hastings, est un maître de cérémonie discret, mais implacable. Il annonce toujours une vérité que l'on refuse d'entendre. Je hochai la tête, sensible à la tension invisible qui semblait envelopper chaque pièce. Le manoir n'était pas délabré, il était figé. Aucun tableau n'avait été déplacé récemment. Aucun meuble ne semblait avoir changé de fonction depuis 2 années. Et ce silence, il ne provenait pas d'une quiétude naturelle, mais d'une retenue presque rituelle. Poirot se pencha vers une table de lecture, caressa du doigt la couverture d'un livre fermé, puis releva le menton. « Ce manoir attend, mon ami. Il attend qu'on l'interroge. » Je perçus alors ce qu'il voulait dire, derrière chaque détail de la demeure,
derrière cette paix apparente, une forme d'attente tendait l'atmosphère, comme un fil de soie prêt à rompre. Un manoir peut-il contenir l'ombre d'une vérité? J'étais tenté de le croire. Et Poirot, lui, ne croyait jamais aux coïncidences silencieuses. Nous fûmes conviés, peu après, à rejoindre Lady Margaret pour une brève visite du domaine. Elle était accompagnée de 2 personnes, Helen Craydon, la belle-fille du défunt, et le colonel Withers, un vieil ami de la famille. Leur accueil fut correct, presque affectueux, mais sans chaleur véritable. Il y avait dans la façon dont chacun évitait le regard de l'autre quelque chose de soigneusement contenu. Hélène, grande jeune femme au teint pâle, nous salua sans sourire, les bras croisés sur une robe sombre. Le colonel Withers, homme massif à la moustache blanche, semblait davantage soucieux de surveiller les réactions d'Hélène que de nous adresser la parole. Poirot les salua, avec cette courtoisie exquise qui le caractérisait si bien. Mais je remarquai qu'il observait chaque geste avec une attention particulière, comme s'il cherchait à détecter une faille dans le tissu de leurs manières. « Voilà nos cercles rapprochés, Monsieur Poirot, » dit Lady Margaret avec un ton neutre. « Nous vivons ici en toute simplicité depuis la mort d'Edwin. » Poirot s'inclina. « Et parfois, madame, la simplicité cache les ombres les plus denses. » Il y eut un léger flottement, puis le silence reprit sa place, comme s'il n'avait jamais été interrompu. En revenant vers l'aile est du manoir, je crus surprendre 2 domestiques, une jeune femme aux joues pleines et un majordome âgé, en train de chuchoter près de l'office. À notre approche, leurs voix se turent aussitôt, et ils s'éloignèrent d'un pas rapide, la tête baissée. Je rapportai la scène à Poirot, qui hocha la tête. Quand les serviteurs parlent tout bas, Hastings, c'est souvent qu'ils savent plus que les maîtres. Mais ils parlent toujours par fragments. Il faut alors recoller les morceaux avec patience. Il poussa une porte à demi entr'ouverte, menant à un petit vestibule, puis s'immobilisa. « Entendez-vous » murmura-t-il. Je tendis l'oreille. Rien qu'un grincement lointain, peut-être une fenêtre mal fermée. « Non, pas ce bruit, » dit-il, l'absence d'un nom. Ici, tout évoque quelqu'un, mais personne ne le nomme. Je n'osais lui répondre, mais un malaise s'était installé en moi. On ne parlait de feu M. Craydon qu'avec prudence, et personne ne semblait se souvenir de ce qui l'avait précédé. Le manoir avait beau être habité, une pièce, essentielle, manquait à la mémoire commune. Et cette omission volontaire m'inquiétait plus que tout. Ce fut dans l'après-midi, alors que nous explorions les jardins à l'arrière de la maison, que Poirot engagea la conversation avec le vieux jardinier, un certain Mr. Forrester, au regard clair et à la voix douce. Il entretenait les parterres roca avec un soin quasi militaire. « Monsieur Poirot, vous dites ? » ?»« Ah oui, j'ai entendu dire qu'on vous attendait. » Poirot, toujours affable, lui demanda depuis combien de temps il travaillait à Winmere Hollow. « 33 ans cette année. J'ai connu feu Madame Alice, avant même qu'elle épouse Monsieur Craydon. » À cette mention, Poirot incline doucement la tête. « Et depuis toutes ces années, avez-vous noté quelque chose d'inhabituel récemment ?» Le vieil homme hésita, puis dit d'un ton plus bas. « Pas récemment, non. Mais parfois, le soir, j'ai senti quelque chose. Un parfum, celui du jasmin. Il flotte, par moments, dans le couloir du premier étage, là où dormaient autrefois Monsieur et Madame Craydon. Mais personne ne porte ce parfum ici. Pas depuis longtemps. » Je frissonnais malgré moi. Le vieil homme reprit son râteau et s'éloigna lentement vers les buissons, comme s'il venait de trahir un secret qu'il gardait depuis trop longtemps. Poirot me jeta un regard chargé de signification. Les parfums,
Hastings sont des messagers fidèles. Même les morts, semble-t-il, ont besoin d'être reconnus. En fin de journée, alors que nous longions une galerie au premier étage, Poirot s'arrêta net. « Regardez, Hastings, cette trace sur le mur. » Je m'approchai. Un rectangle plus clair se détachait nettement de la tapisserie vieillissante. Il ne faisait aucun doute qu'un tableau de grande taille avait récemment été décroché. « Où est-il passé, à votre avis ?» murmurai-je. « Voilà ce que nous allons découvrir, après quelques recherches discrètes et une conversation brève avec la gouvernante. » Poirot obtint l'accès au grenier du manoir. Là, posé contre une malle ancienne, gisait un cadre recouvert d'un drap. Il le souleva avec précaution. Le portrait représentait une femme d'une trentaine d'années, au regard franc et mélancolique, les cheveux relevés avec grâce. Elle portait une robe d'un autre temps, et à son cou, un collier discret, qui me sembla vaguement familier. « Qui est-ce » demandai-je. Poirot répondit, le regard fixé sur le tableau. « Je suppose qu'il s'agit de la première épouse de M. Craydon. » Il se redressa lentement. Pourquoi cacher un visage? Et surtout, pourquoi maintenant? Je n'eus pas le temps d'approfondir la question. Un pas discret s'approchait derrière nous, et une voix féminine, à peine audible, brisa le silence du grenier. Hélène se tenait à quelques mètres de nous. Elle regardait le portrait comme si elle venait de reconnaître un fantôme. Ses lèvres tremblaient. Elle murmura simplement « Maman ». Poirot ne dit rien. Il s'inclina légèrement, par respect, plus que par surprise. Hélène fit un pas vers le tableau, mais ne le toucha pas. Ses yeux étaient humides, mais elle les maintenait ouverts, sans ciller. On m'a dit qu'elle s'était éteinte doucement, paisiblement. Mais je n'ai jamais cru au conte paisible. Poirot s'approcha d'un pas lent. « Mademoiselle, pourquoi ce portrait a-t-il été décroché ?» Elle secoua la tête sans répondre, puis tourna les talons et s'enfuit sans un mot. Je me tournai vers Poirot, mais il ne dit rien. Il contempla longuement le visage peint, et je compris, à son silence, qu'un nouveau fil venait de se tendre dans l'écheveau invisible de cette affaire. Le lendemain matin, Poirot demanda expressément à parler à Lady Margaret en privé. La demande fut acceptée sans surprise, comme si elle avait anticipé ce tête-à-tête. Je demeurai dans la bibliothèque attenante, dissimulé derrière un rideau de cuir et d'odeurs anciennes, mais suffisamment proche pour percevoir la gravité de leur conversation. « Lady Margaret, » commença Poirot d'une voix douce mais ferme, « il est une chose que je dois comprendre. Cette lettre que votre mari a brûlée, que contenait-elle » Un silence, puis un soupir étouffé. Je ne l'ai pas lu. Il ne m'en a laissé ni le temps, ni la possibilité. Il est rentré un soir, le visage pâle comme la mort, un feuillet à la main. Je l'ai vu s'approcher de la cheminée. Il ne m'a pas regardé. Il a simplement dit « Ils savent ». Puis il a jeté la lettre dans les flammes. « Il, madame? Qui cela ?» Elle secoua doucement la tête. Il ne m'a rien dit de plus, mais l'odeur, c'est cela qui m'a marqué. Un parfum qui a envahi la pièce, une senteur de jasmin. Je n'ai jamais oublié. Poirot acquiesça lentement. Le parfum des regrets, peut-être. Lady Margaret détourna le regard. Poirot, lui, venait de refermer la porte sur un souvenir que le feu n'avait pas entièrement consumé. Lady Margaret reprit la parole d'un ton plus bas, presque honteux. Ce soir-là, il n'a pas dîné. Il est resté debout près de la cheminée pendant des heures, comme un homme qui attend un jugement. Il ne répondait que par des monosyllabes. À un moment, j'ai tenté de lui prendre la main. Elle tremblait. Elle serra ses propres doigts, comme si elle y sentait encore cette vibration. Le lendemain, il agissait comme si rien ne s'était passé. Il n'a plus jamais évoqué cette lettre. Mais, à partir de ce jour,
Quelque chose en lui s'est éteint. Poirot prit note avec cette attention silencieuse que je lui connaissais bien. Chaque détail, même les plus ténus, pouvait être pour lui une pièce capitale. Et vous ne vous êtes jamais demandé de qui elle venait? Oh, bien sûr que si. Mais Edwin n'était pas un homme à partager ses tourments. Il était fier, et il avait ses silences. J'ai pensé, sur le moment, à une ancienne maîtresse, ou à une vengeance professionnelle. Elle s'interrompit, les yeux perdus. Mais aujourd'hui, je n'en suis plus sûr, pas après cette nouvelle lettre. C'est trop semblable, trop précis. Poirot croisa les bras. Ce que le feu a détruit, madame, il arrive parfois que la mémoire le ravive, et dans ce silence revenu, je sus qu'il cherchait désormais ce que les flammes n'avaient pas entièrement effacé. Nous retrouvâmes Hélène, un peu plus tard, dans le jardin des hivers. Elle feuilletait un recueil de poésie, l'air absent, son visage fermé comme une page trop longtemps pliée. Poirot, d'un ton presque anodin, évoqua devant elle le nom d'Alice Beaumont. Le livre glissa de ses mains. « Je vous demande pardon ?» dit-elle, la voix étranglée. « Madame Beaumont, » reprit Poirot calmement. « La première épouse de feu, Monsieur Craydon. » Un silence tendu s'ensuivit. Le regard d'Hélène vacilla, puis elle se leva brusquement. Ce nom ne m'a jamais été utile. Elle tourna les talons et quitta la pièce, sans un mot de plus. Je voulus la suivre, mais Poirot posa doucement une main sur mon bras. « Non, Hastings, ce n'est pas le moment de la poursuivre. Son trouble nous dit bien davantage que ses paroles. » Je fixai la porte refermée, encore ébranlé par la violence de sa réaction. Il me semblait que le nom d'Alice avait agi comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Et derrière cette serrure, un monde que personne ici ne voulait encore regarder. Profitant d'un moment d'oisiveté, je décidai de m'entretenir discrètement avec le colonel Withers, que je trouvais installé dans le petit salon, un verre de Porto à la main. L'homme, bien que réservé, semblait moins réticent à parler lorsqu'il était laissé à lui-même. « Alice Beaumont ?» dis-je d'un ton neutre. « Vous l'avez connue ?» Il leva les yeux vers moi, surpris, puis soupira. « Oui, j'ai connu Alice. Tout le monde ici l'appelait ainsi. Elle était différente de Margaret, moins imposante, plus douce. Elle avait cette manière étrange de faire taire une pièce par sa seule présence. Et pourtant, elle n'a jamais été heureuse ici. » Il avala une gorgée lente. « Elle est morte dans ce manoir, vous savez. On a parlé d'un effondrement, de nerfs. Mais à l'époque, beaucoup ont murmuré autre chose. Que voulez-vous dire ?» Il hésita. « Qu'elle ne s'est pas effondrée, mais qu'elle a été brisée. Ce n'est pas la même chose. Et ce parfum de jasmin, il me rappelle des choses. » Je n'osais insister. Mais en rejoignant Poirot, je rapportais fidèlement ses paroles. Il hocha la tête, pensif. Une femme brisée, et personne ne s'interroge sur la main qui tient le marteau. Je sentis un frisson dans cette phrase, car pour Poirot, toute douleur a un auteur, et chaque silence un complice. Le soir même, tandis que nous prenions le thé dans la salle à manger au store tiré, Poirot aborda une nouvelle piste, d'un ton détaché, presque rêveur. « Lady Margaret, dit-il, pardonnez ma question, mais a-t-on retrouvé une lettre laissée par Alice au moment de sa mort ?» Elle leva lentement les yeux de sa tasse. « Une lettre ? Non. Pourquoi ? Il est rare, très rare, qu'une femme meure volontairement sans laisser une trace de ses derniers mots. » Elle resta silencieuse, un moment, puis secoua la tête. S'il y en a eu une, je ne l'ai jamais vue. Hélène, présente à table, se figea, imperceptiblement. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de lettre, souffla-t-elle, sans lever les yeux. Ou peut-être, elle n'a pas été jugée utile. Poirot la fixa longuement,
mais ne répondit pas. En moi grandissait une impression tenace. Quelque chose, dans cette maison, avait été déplacé. Non pas physiquement, mais dans la mémoire des vivants. Et cette lettre manquante était peut-être la pièce centrale du puzzle, celle qu'on avait soigneusement écartée. Plus tard, alors que nous marchions lentement dans l'allée longeant les rosiers endormis, Poirot s'arrêta net. Hastings, et si Alice n'avait jamais voulu mourir? Je le regardai, surpris. Vous croyez qu'on l'a aidé? Il ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura « Non, je pense que quelqu'un l'a fait taire, et qu'aujourd'hui, cette voix cherche à revenir. Le parfum ne ment pas, Hastings. Il revient là où l'on a tenté de l'effacer. » Je frémis. Le vent du soir soufflait doucement entre les feuilles mortes, et dans l'air flottait, presque insaisissable, une trace invisible, pas un parfum, une mémoire. Et dans cette mémoire, Poirot pressentait une vérité que nul n'avait encore osé nommer. Ce fut tôt dans la matinée que Poirot me rejoignit dans la salle à manger, tenant dans sa main gantée une enveloppe crème. Il la posa sur la nappe avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet brûlant. Elle allait été glissée sous la porte de la chambre d'Hélène cette nuit. Je me penchai aussitôt. L'écriture, fine et inclinée, semblait tracée d'une main féminine, et l'enveloppe exhalait un parfum de jasmin plus marqué que jamais. C'était comme si l'odeur, au lieu de s'atténuer, s'était affirmée dans sa volonté de laisser une empreinte. Poirot m'indiqua du regard que nous devions attendre Hélène. Lorsqu'elle entra, pâle et nerveuse, elle vit immédiatement la lettre sur la table et s'arrêta net. « C'était sous votre porte, mademoiselle, » dit Poirot avec douceur. « L'avez-vous lu » Elle hocha lentement la tête. « Oui, ce matin, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi moi ?»« Parce que vous êtes le lien, » murmura Poirot. « Le lien entre celle qui est partie et ceux qui sont restés. » Elle ne répondit pas, mais son regard vacilla, et une larme non versée sembla flotter dans la lumière. « Hastings, » dit Poirot, « cette lettre ne cherche pas à effrayer, elle veut réveiller. » Et pour la première fois, j'eus l'impression que le jasmin ne parfumait plus l'absence, mais la volonté. Poirot ouvrit la lettre avec une délicatesse presque cérémonielle. Il lut en silence, puis me tendit la feuille. L'encre était noire, les mots simples. Il est temps que la vérité sorte du jardin. Elle y repose depuis trop longtemps. Le silence n'a pas suffi. Je levai les yeux vers mon ami, troublé. Le jardin? C'est une métaphore, n'est-ce pas? Une image poétique? Peut-être, mais peut-être pas. Ceux qui écrivent dans l'ombre aiment enrober leur vérité. Mais les racines du mensonge, elles, sont bien réelles, et elles poussent quelque part. Hélène était sortie de la pièce, laissant derrière elle un silence presque trop parfait. Poirot, lui, restait songeur, ses doigts tapotant la table en rythme léger. Le jardin, le jasmin, le secret enterré. C'est un trio qui ne doit rien au hasard, Hastings. Et lorsqu'un message mentionne le sol, je préfère toujours aller voir, où les fleurs refusent de pousser. Je compris alors que nous allions visiter le jardin, non plus comme des invités, mais comme des hommes en quête d'un témoignage que les pierres elles-mêmes avaient peut-être conservé. Le soleil filtrait entre les feuillages lorsque nous traversâmes l'arrière du parc. Poirot semblait guidé par une intuition aussi précise qu'un plan. Il s'arrêta devant une petite serre décrépite, dissimulée derrière une haie d'ifs mal taillée. « Cette structure n'est plus utilisée depuis longtemps, » dit-il. « Pourtant, elle n'a pas été abandonnée. Regardez la terre sous les vitres, elle a été remuée récemment. » Nous entrâmes. L'air y était plus lourd, chargé d'humidité et de végétal fané. Pourtant, sous cette odeur stagnante,
Je crus percevoir une note plus subtile. Le jasmin, murmurai-je. Poirot incline la tête. Exactement, mais pas un jasmin vivant, un jasmin mémoriel, celui qu'on a laissé se déposer comme une empreinte. Il fit le tour de la pièce lentement, observant les pots vides, les étagères poussiéreuses, les outils rouillés. Puis il s'agenouilla devant un grand pot de terre cuite, posé à même le sol, au centre exact de la serre. Ce pot n'est pas à sa place. Il crée un déséquilibre dans la symétrie de l'ensemble. Il le fit rouler légèrement. En dessous, une dalle plus claire, rectangulaire, semblait détachée du sol. « Hastings, apportez-moi ce petit pied de biche. Il y a quelque chose, ici. Pas une fleur, un souvenir qu'on a voulu sceller. Et moi, je sentis que notre enquête venait de franchir une frontière invisible, celle du passé matériel. Sous la dalle que Poirot souleva avec précaution, nous découvrîmes un vide étroit, soigneusement aménagé. Dans ce creux reposait un petit coffret de bois sombre, marqué par le temps. Poirot l'examina, puis l'ouvrit sans hésitation. À l'intérieur, 2 objets. Un flacon vide en cristal, délicat, d'une forme ancienne, et un petit carnet aux pages arrachées. Il n'en restait que quelques feuillets, à moitié froissés, tachés d'encre et de gouttes floues, peut-être des larmes, peut-être de l'eau. « C'est un parfum personnel, » dit Poirot en humant doucement l'ouverture du flacon, très raffiné, et identique à celui des lettres. Il tourna ensuite les pages du carnet. Les mots étaient parfois illisibles, mais quelques phrases restaient. Ils ne me laisseront pas parler. Je l'aimais, mais elle a pris sa place. Ce jardin est devenu ma prison. Poirot referma doucement le carnet. Ce n'est pas un journal classique. C'est une voix étouffée, un appel. Il n'a pas été perdu, il a été caché. Je me penchai pour mieux voir. Le coffret était doublé d'un velours fané, comme une boîte à bijoux ou à secrets. « Quelqu'un a voulu qu'on le retrouve, » dis-je. « Ou qu'on ne l'oublie pas, » répondit Poirot. « Il y a une nuance, et dans cette nuance, il y avait toute la fragilité de la mémoire manipulée. Ce soir-là, alors que je montais lentement l'escalier en colimaçon menant aux chambres, j'aperçus Hélène dans l'embrasure d'un couloir. Elle fixait un point invisible sur le mur, là où le portrait d'Alice avait autrefois été accroché. Je m'approchai, mais elle ne tourna pas la tête. « Pourquoi l'ont-ils retiré ?» demanda-t-elle soudain. Je n'eus pas le cœur de lui mentir. Peut-être parce que certains visages parlent trop fort, même en silence. Elle frissonna légèrement. Le parfum, je le sens encore. C'est comme si elle marchait derrière moi, comme si elle respirait encore dans ma chambre. Je ne sus que dire. Plus le temps passait, plus Hélène me semblait fragile, oscillant entre lucidité et fixation. Son regard devenait opaque, presque vitreux, chaque fois que le nom de sa mère était évoqué. Quand je rejoignis Poirot, je lui fis part de mes inquiétudes. Il écouta, sans commenter tout de suite. L'obsession, Hastings, est un parfum plus dangereux encore que le jasmin. Il s'insinue, il reste, et parfois, il pousse à reconstruire le passé au lieu de l'accepter. Et je me demandais alors si Hélène ne s'éloignait pas lentement du présent, attirée par une ombre qu'elle voulait ramener à la lumière. Le lendemain, dans le petit salon tapissé de verre, Poirot me fit part de ses premières déductions. « Hastings, il est une possibilité que je ne puis écarter plus longtemps. Et si ces lettres, ces symboles, ces parfums, n'étaient pas l'œuvre d'un tiers inconnu, mais d'Hélène elle-même ?» Je le regardais, interdit. « Vous pensez qu'elle orchestrerait tout cela? Peut-être pas avec malveillance, mais avec intention. N'oubliez pas, elle est la fille d'Alice. Elle a grandi dans le silence.
dans l'oubli, et voilà qu'elle découvre peut-être des fragments d'une vérité qu'on lui a toujours niée. Je restai pensif. Elle aurait glissé ses lettres elle-même pour provoquer une réaction, pour que quelqu'un, enfin, enquête à sa place? Exactement. Pas pour accuser, mais pour raviver, pour forcer le passé à revenir, même à travers l'artifice. C'est une forme de justice intérieure. Il se leva, fit quelques pas, les mains croisées dans le dos. Le parfum, le carnet, la serre, tout cela forme un récit. Et ce récit n'est peut-être pas celui d'un criminel, mais celui d'une survivante. Et je compris que dans cette maison, les fantômes ne criaient pas vengeance. Ils murmuraient à ceux qui voulaient bien les entendre. Les révélations sur Hélène flottaient encore dans nos esprits. Lorsqu'un nom, oublié dans l'ombre de l'intrigue, se remit à briller d'un éclat particulier, le colonel Withers. Depuis notre arrivée, il s'était montré discret, respectueux, un homme en retrait, comme s'il portait en lui une douleur ancienne qu'il refusait de nommer. Et c'est lors d'une conversation anodine avec le majordome que Poirot entendit une phrase qui éveilla sa vigilance. « Le colonel, » murmura le vieil homme en rangeant des vers, « il a toujours été fidèle à Madame Alice, même après tout ce temps. » Poirot ne répondit pas, mais je vis ses yeux s'illuminer de cette lueur étrange que je lui connaissais bien. Nous nous retirâmes dans notre chambre où, après un moment de silence, il me dit « Hastings, l'amour ancien, quand il n'a pas été apaisé, devient le plus tenace des poisons. Si Withers fut épris d'Alice, alors il a dû vivre chaque jour ici comme une offense silencieuse, voir Margaret prendre sa place, entendre le silence autour du nom d'Alice. Cela peut user un cœur, vous savez. » Je hochai la tête, pensif. L'idée que cet homme sobre et taciturne eût pu nourrir en silence une rancune muette me parut tout à coup plus plausible qu'absurde. Et s'il avait attendu son heure, Hastings, non pour tuer Alice, mais pour punir ceux qui l'ont oublié, le lendemain matin, à l'occasion d'un prétexte habilement formulé par Poirot, un problème de logistique avec les valises, nous fûmes autorisés à entrer dans les appartements du colonel Withers. Rien d'ostensiblement suspect dans la pièce. Un ordre militaire, quelques livres reliés, une photographie jaunie d'une chasse à courre. Mais dans un tiroir du secrétaire, sous un carnet de correspondance, Poirot trouva un petit flacon en verre taillé, identique en tout point à celui retrouvé dans la serre. « Voilà qui devient intéressant, » murmura-t-il. Je demeurai interdit. Le flacon était vide, mais laissait échapper, malgré les années peut-être, une note discrète. « Jasmin. Pourquoi garder un tel objet ?» demandai-je, à moins d'y tenir d'une manière très personnelle. Poirot acquiesça. « C'est cela, Hastings. Ce n'est pas un flacon abandonné, c'est un souvenir conservé, et cela pourrait faire de lui un homme bien plus proche de la source qu'il ne le prétend. » Je sentis en moi s'éveiller une certitude naissante, presque douloureuse. Le colonel, avec sa loyauté muette, avait peut-être porté un amour silencieux, mais un amour qui, à force de silence, s'était mué en quelque chose de plus sombre. Et s'il ne supportait plus de voir Lady Margaret vivre tranquille, alors que le fantôme d'Alice rôdait toujours? Je dois l'avouer sans détour, en sortant de cette pièce, mon esprit était presque apaisé. L'affaire me semblait désormais claire. Tout s'alignait avec une précision presque mathématique. Le mobile, l'amour ancien, est trahi. Le geste, vengeur, mûrit lentement. L'occasion, une maison isolée, des souvenirs mal ensevelis. Et maintenant, la preuve matérielle, ce flacon. Je dis à Poirot, « Eh bien, mon ami, je crois que vous tenez votre homme. » Il me regarda sans ciller, puis haussa les épaules.
Peut-être, mon cher Hastings, peut-être, mais son ton n'était pas celui du triomphe. Il restait cette ombre, cette réticence dans son regard, comme si quelque chose en lui refusait d'emboîter le pas de la logique apparente. « Vous n'êtes pas convaincu » m'étonnai-je. « Je suis prudent. Les apparences sont parfois trop bien construites, et celui qui les orchestre sait ce que vous attendez de lui. » Je ne compris pas tout à fait, mais en mon fort intérieur, je sentais naître une inquiétude, car si même les évidences ne suffisaient plus à convaincre Poirot, alors c'est que l'affaire était loin d'avoir révélé ses véritables contours. Poirot demanda à s'entretenir seul à seul avec le colonel Withers. L'homme accepta sans protester. Je les observais depuis la véranda, à travers les vitres opaques. Je n'entendis rien, mais le langage du corps, lui, parlait. Le colonel resta droit, presque raide. Poirot, assis, l'interrogeait sans hâte, les mains croisées, la tête penchée de côté. Au bout d'un moment, Withers se leva brusquement, les poings fermés. Puis, il se rassit. Le ton monta légèrement, mais jamais au-delà du seuil de la décence. Lorsque Poirot ressortit, son visage était calme, presque grave. « Alors ?» demandai-je. Il nie toute implication. Et Hastings, je le crois. Je fis un pas en arrière. Mais le flacon, le mobile. Je ne dis pas qu'il n'aimait pas Alice. Il l'aimait, sans doute plus que tout. Mais son amour n'était pas du genre vengeur. Il était résigné. Et surtout, il a su des choses que seul un innocent pouvait savoir. Comme quoi? Poirot me regarda longuement, comme le fait que la dernière fois qu'il a vu Alice, elle portait une robe bleue. Et pourtant, personne ne l'a jamais revue en robe bleue après cela. Ce souvenir est trop pur, trop sincère. Et je compris à cet instant que Poirot avait décelé ce que moi, dans mon empressement, j'avais refusé de voir, la nuance entre une douleur réelle et un artifice. Le soir même, alors que nous partagions une tasse de thé dans le petit salon désert, Poirot s'exprima d'une voix posée, presque méditative. « Hastings, nous sommes souvent trop promptes à combler les vides. Nous voyons une douleur, un mobile, un objet, et nous tressons un récit autour. Mais la vérité, elle, est souvent bancale. Elle boite, elle hésite, et surtout, elle ne s'offre jamais si facilement. » Je restais silencieux. Le poids de ma propre certitude vacillante me rendait plus modeste. Le colonel Withers, poursuivit-il, est une âme blessée. Mais il n'a rien à cacher. Il a conservé ce flacon comme on conserve un souvenir d'enfance, non pour nuire, mais pour se rappeler. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la fenêtre. Et puis, il y a autre chose, quelque chose que je n'ai pas encore saisi, mais qui flotte. Ce parfum, Hastings, il est trop présent, comme s'il voulait qu'on le remarque. Il est devenu un personnage de cette maison. Il se tourna vers moi, le regard brillant. Un faux coupable, c'est une vérité mal dirigée, et celui qui a voulu que nous regardions Withers savait précisément ce que nous étions prêts à croire. Et je compris, en l'écoutant, que l'enquête venait de franchir une autre frontière, plus subtile, plus dangereuse, celle où la vérité se cache dans les intentions. Le lendemain, tandis que nous traversions les abords du verger, pour une promenade que Poirot appelait, avec une ironie discrète, méditative, nous croisions à nouveau le vieux jardinier, Mr. Forrester. Celui-ci semblait affairé à tailler des branches mortes, mais son œil, vif derrière ses paupières plissées, nous observait avec une curiosité contenue. « Vous cherchez toujours, monsieur Poirot ?» demanda-t-il, sans cesser son mouvement lent. « Toujours, mon ami. Mais parfois, ce que l'on cherche se cache dans ce que l'on a cessé de regarder. » Le jardinier haussa les épaules.
Il y avait un vieux pan de mur dans l'aile ouest que personne n'utilise plus. On y avait maçonné quelque chose autrefois. Mon père m'en parlait. Il disait qu'un homme avait fait refaire la cloison du boudoir juste après la guerre pour raison de discrétion. Poirot s'arrêta net. Une cloison? À quelle pièce exactement faites-vous allusion? Le petit boudoir au fond du couloir, là où personne ne va plus. On a retiré les tapis, mais la maçonnerie est encore visible si on sait où regarder. Poirot me lança un regard bref, puis il s'inclina avec gratitude. « Merci, mon brave. Une maison parle toujours à ceux qui savent l'écouter. Et parfois, ce ne sont pas les murs, mais ceux qui les ont regardés vieillir. » Nous atteignîmes le boudoir à la tombée du jour. La pièce était déserte, démeublée, imprégnée de cette odeur de poussière ancienne que dégagent les lieux oubliés. Poirot inspecta chaque centimètre jusqu'à ce que son doigt s'arrête sur un pan de mur d'un blanc légèrement différent. « Voilà, dit-il, ce mur-là a été refait. Regardez les joints, plus récents, moins réguliers. Et ici, voyez cette légère résonance. Le son est creux. » Il tapota doucement, puis sortit de sa poche un petit instrument qu'il portait toujours avec lui pour ce genre d'occasion. Quelques minutes plus tard, après avoir délicatement dégagé une dalle de plâtre disjointe, une cavité apparut. À l'intérieur, une boîte, petite, rectangulaire, en bois foncé. Aucun ornement, mais un fermoir en laiton terni. Poirot l'ouvrit sans trembler, une lettre, soigneusement pliée, et un objet de femme, un pendentif brisé dont la chaîne avait été comme arrachée. Le bijou avait appartenu à une personne qui, manifestement, n'avait pas eu le loisir de le remettre en sécurité. Une relique, une preuve, peut-être, ou bien un souvenir que l'on a voulu sceller, non pour soi, mais pour les générations suivantes. Il déplia la lettre, la parcourut du regard, puis me tendit le feuillet sans un mot. Je le pris, les doigts un peu tremblants. « Lisez, Hastings, lisez la voix qu'on a voulu faire taire. » Je lus lentement. Chaque mot semblait peser davantage que le précédent. À celle ou celui qui me lira un jour. Je m'appelle Alice Beaumont-Craydon, et je n'écris pas ces lignes pour me plaindre, mais pour qu'un jour, on comprenne que je n'ai pas fui la vie. On m'a prise à moi-même. Je m'arrêtai, frappé par la clarté douloureuse de ce ton. Poirot ne disait rien, les bras croisés, la tête inclinée. Lorsque j'ai épousé Edwin, j'ignorais encore que l'amour pouvait se doubler d'ambition. C'est Margaret qui m'a souri la première, qui m'a apporté du thé quand j'étais malade, qui m'a dit que tout irait bien. Je lui faisais confiance comme à une sœur. Le papier tremblait dans ma main. Poirot me fit un signe, continuez. J'ai commencé à dépérir sans comprendre pourquoi. Fatigue, nausée, perte de mémoire. On m'a dit que c'était nerveux, mais ce n'était pas mon esprit qui fléchissait. C'était mon corps qui s'éteignait doucement. Et je l'ai su le jour où j'ai surpris Margaret en train de verser quelque chose dans ma tasse. Je levai les yeux, bouleversé. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être que si, elle a souri. Et j'ai compris que tout était déjà joué. Je refermai la lettre avec une lenteur presque rituelle. Et dans le silence qui suivit, je perçus l'écho invisible d'une voix qu'on avait voulu ensevelir sous la bienséance. Poirot s'assit lentement dans le vieux fauteuil délaissé du boudoir. Il regarda longuement le mur refermé, puis croisa ses mains sur ses genoux. Ainsi donc, c'est bien elle. Je murmurai « Margaret ?» Oui, l'amie, la confidente. Celle qui, selon la lettre, n'a pas seulement volé un époux, mais un destin. Il resta pensif un long moment. Ce que je trouve le plus glaçant, Hastings, ce n'est pas l'empoisonnement, non, c'est cette lenteur, cette méthode,
l'usage d'un lien d'intimité pour anéantir une présence, pas une balle, pas une lame, mais la tasse du matin. Je frémis. Elle l'a regardé décliner, jour après jour. Et elle lui a sans doute murmuré, chaque soir, qu'elle allait mieux. Il se leva, passa une main lente sur le dossier du fauteuil. Les grands crimes, Hastings, ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont feutrés, faits de sourires, d'aiguilles invisibles. Et cette amitié, ce fut son arme la plus redoutable. Je sentis, en cet instant, que tout le récit prenait une dimension plus terrible encore. Non celle d'un meurtre isolé, mais celle d'un effacement lent, patiemment orchestré, au nom d'un amour volé. Poirot reprit la lettre, relut quelques lignes, puis me dit « Ce passage-ci est capital. » Il me montra une phrase soulignée. « Quand ils diront que j'ai voulu mourir, ne les croyez pas. Je n'ai jamais souhaité quitter cette maison. C'est elle qui m'a rejeté. » Il se leva et fit les 100 pas. On a dû conclure au suicide, une faiblesse nerveuse, une femme fragile. La version parfaite pour éviter le scandale. Mais en réalité, ce fut une mise en scène. Je songeais à ce que cela impliquait. Et Margaret a laissé faire. Non, Hastings, elle a tout conçu. La maladie lente, les symptômes insidieux, la version acceptable. Puis elle a refermé la porte derrière elle. Mais Edwin, il ne savait rien. Poirot haussa les épaules. Peut-être a-t-il deviné. Peut-être s'est-il tu par lâcheté ou par complicité. Peut-être a-t-il cru, un instant, que Margaret l'aimait réellement. Et quand la lettre est revenue, alors seulement, il a compris. Il se tourna vers moi, grave. Et c'est ce remords qui l'a tué, Hastings. Pas Margaret, pas Hélène. Le souvenir. Ce soir-là, alors que nous regagnions nos chambres, Poirot s'arrêta au pied de l'escalier. Il regarda le portrait d'Alice, récemment replacé sur son clou, comme un revenant enfin honoré. Elle a été trahie 2 fois, Hastings, par l'amour et par l'amitié. Je restais muet. Il ajouta presque pour lui-même, et Margaret, depuis 20 ans, joue son rôle de veuve noble. Elle a construit son image pierre par pierre. Mais sous cette dignité repose un crime si intime que personne n'aurait osé le soupçonner. Il leva un doigt. C'est cela, Hastings. Ce n'est pas une culpabilité hurlée. C'est un silence qui s'est si bien installé qu'il est devenu un trône. Et dans ce silence, je sentis moi aussi l'écho d'une voix. Une voix que le jasmin, patiemment, avait ramenée à la surface. Je me souviens du silence, dense comme une tapisserie oubliée, lorsque Poirot referma doucement la boîte contenant la lettre d'Alice et le pendentif brisé. Nous avions traversé les couloirs jusqu'au petit salon attenant à la bibliothèque, où Lady Margaret semblait nous attendre, les mains croisées sur une étole de laine. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient l'effort d'un calme douloureux. « Lady Margaret, » dit Poirot en s'inclinant légèrement, « je dois vous parler non pas en tant qu'accusateur, mais en tant que gardien de la vérité. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard erra un instant vers la fenêtre, au-delà du jardin noyé dans la brume. « Je suppose que vous avez lu la lettre, » murmura-t-elle enfin. Poirot acquiesça. « Et découvert ce que vous saviez depuis longtemps. Vous étiez l'ami d'Alice, vous avez assisté à sa déchéance, et vous avez choisi le silence. » Lady Margaret se redressa. « J'ai trahi son amitié, oui. J'ai aimé Craydon, elle le savait, et elle m'a pardonné, à sa manière. Mais jamais je n'aurais voulu sa mort, ni celle de mon époux. » Je fus frappé par la sincérité nue de ses paroles. Poirot, lui, ne semblait pas encore convaincu. Il incline lentement la tête, ses doigts serrés sur le rebord du fauteuil. « Peut-être. Mais il reste une note dissonante dans votre symphonie du remords, madame.
une omission qui trahit autre chose. Et déjà, je devinais que son esprit s'orientait vers une piste plus récente, plus intime, plus cruelle encore. Ce n'était pas tant ce que Lady Margaret avait dit, que ce qu'elle n'avait pas dit, qui éveilla la vigilance de mon ami. Dans sa confession, elle avait soigneusement évoqué sa culpabilité passée, mais jamais le moment précis où Craydon, bien des années après la mort d'Alice, avait reçu cette lettre au parfum obsédant. Ce détail, ce lien direct entre deux époques si éloignées, semblait avoir glissé hors de son discours, comme un fil qu'on refuse de tirer. « Pourquoi ?» lui demanda Poirot d'une voix douce, « avoir parlé d'Alice, mais pas de la lettre reçue par votre mari peu avant sa mort ?» Lady Margaret tressaillit. « Je n'en savais rien. Il ne me l'a jamais montré. » Poirot croisa lentement les mains. « Ah, mais vous aviez reconnu le parfum, n'est-ce pas ?» Elle détourna le regard, prise de court. Ce n'était pas un mensonge, mais un effort pour ne pas nommer la cause exacte de sa terreur. Cela, Poirot l'avait perçu. Il est des vérités, Hastings, que l'on enveloppe d'un voile pour ne pas les regarder en face, me confia-t-il plus tard. Et ce voile, ici, porte un nom, ou plutôt une initiale. L'après-midi suivant, alors que les murs de Windermere paraissaient retenir leur souffle, Poirot me demanda de le suivre à l'étage. Dans l'ancienne chambre d'Hélène, à présent peu utilisée, il avait découvert une malle à demi dissimulée sous un drap ancien. Elle contenait des livres d'enfance, des carnets reliés de rubans fanés, et posé avec un soin particulier, un petit journal de cuir bleu marine, aux pages épaisses, à l'écriture appliquée. Tenez, Hastings, lisez, et observez ce qui a été ajouté. Je m'exécutais. Le journal appartenait à Alice Beaumont. Les premières pages racontaient de menus faits de la vie domestique, des pensées rêveuses sur les rosiers, sur la musique, sur une fillette qu'il observait avec sérieux. Mais au fil des pages, les mots devenaient plus lourds, des phrases inachevées, une inquiétude sourde, puis, entre deux feuillets, une annotation récente, d'une autre main, plus anguleuse. Hélène, une question, simplement. Était-ce déjà là, ou l'ai-je refusé? D'autres notes suivaient, comme un dialogue silencieux entre mère et fille, à travers le temps. Poirot observait en silence, les bras croisés. Cela, mon ami, n'est pas une lecture, c'est une veille, une enfant devenue femme, cherchant dans l'encre du passé un écho à sa propre douleur. Je reposai le journal avec une étrange solennité. Le silence qui suivit me sembla plus parlant que bien des mots. Plus tard, alors que le soir tombait doucement sur Windermere Hollow, Poirot partagea avec moi ses déductions. Sa voix, toujours mesurée, avait ce ton grave qui annonçait la proximité d'une vérité inconfortable. Vous souvenez-vous, Hastings, de la première lettre parfumée? Elle n'avait pas pour but de troubler Craydon, mais d'ébranler Margaret. La seconde, adressée à Hélène, était plus violente, un rappel. Et les suivantes, elles formaient un chemin. Je fronçai les sourcils. Mais pourquoi Hélène ferait-elle cela? Pourquoi ressusciter le passé, si ce n'est pour accuser? Poirot posa un doigt sur sa tempe. Justement, mon ami, Hélène n'a pas tué, elle a réveillé. C'est différent. Elle savait que sa mère n'était pas morte par désespoir, mais par empoisonnement. Le journal l'a révélé. Or, à défaut de preuves irréfutables, elle a semé des indices, évoqué des parfums, provoqué des regards, et surtout, elle a attiré moi. Je restai bouche bée. Hélène, cette jeune femme que j'avais trouvée si douce, si discrète. Oui, dit Poirot doucement, elle a agi sans haine, mais avec résolution. Elle a redonné à sa mère une voix, et à la justice un chemin. Il ajouta, comme pour lui-même,
C'est une vengeance, certes, mais une vengeance que seule une fille pouvait concevoir, silencieuse, patiente, presque poétique. Chaque lettre était un levier, Hastings, dit Poirot tandis que nous arpentions une dernière fois le jardin, baigné de brume. Un levier destiné à faire remonter le passé à la surface. Je me souvenais de chacune. Le papier légèrement jauni, l'écriture presque impersonnelle, et surtout ce parfum de jasmin, entêtant, presque trop présent. Chacune avait été déposée avec soin, sans témoin. Pourtant, leur impact avait été immédiat. Lady Margaret avait blêmi, Craydon s'était refermé, Withers avait montré des signes d'agitation. Et c'est là, poursuivit Poirot, que réside l'intelligence du plan. Hélène n'a pas accusé, elle a suscité. La mémoire est une force redoutable, surtout lorsqu'on la ranime avec art. Et le jasmin, ah, quel symbole! Ce parfum lié à une morte, mais jamais vraiment disparue. Je frissonnai. Elle a-t-elle voulu que je vienne? Poursuivit-il, non pour résoudre un crime, mais pour faire parler les murs, pour que les vivants soient enfin hantés par ce qu'ils avaient préféré taire. Je restais silencieux. Tout cela avait été orchestré avec une précision presque musicale. Chaque lettre, une note, chaque silence, une pause. Et au cœur de cette symphonie, Alice, toujours présente. Poirot conclut, « Il ne s'agit pas ici d'un crime à punir, mais d'une mémoire à rétablir. Voilà pourquoi elle a fait appel à moi, Hastings, pour que justice rime avec vérité, même tardive. » Ce soir-là, alors que les rideaux étaient tirés et que le feu crépitait faiblement, Poirot s'assit face à moi, son regard perdu dans les flammes. Il semblait songeur, presque mélancolique. Vous voyez, Hastings, Hélène n'a pas seulement voulu réhabiliter sa mère, elle a voulu se comprendre elle-même. Alice, c'était le reflet de ce qu'elle craignait de devenir, une femme douce, trahie, effacée, et pourtant forte dans son silence. Je hochai la tête, ému sans bien savoir pourquoi. C'est là, reprit-il, toute la subtilité. En réveillant le souvenir d'Alice, elle a exorcisé sa propre solitude. Ce miroir, brisé mais intact dans l'âme, l'a empêché de sombrer, et elle a choisi la voie la plus digne, celle de la vérité rendue au passé. Il resta silencieux un long moment, puis conclut, presque pour lui-même. Elles étaient deux femmes, séparées par le temps, mais unies par le même besoin de justice et de paix. Je compris alors que l'enquête, cette fois, n'avait pas été un duel entre le crime et la vérité, mais une réconciliation, lente, douloureuse, élégante, entre une fille et l'ombre de sa mère. Ce fut un après-midi d'un calme feutré, chargé de cette tension particulière que seul Poirot savait faire naître. À sa demande, nous nous retrouvâmes tous dans le grand salon de Winmer Hollow. Les rideaux tirés laissaient passer une lumière diffuse, et l'atmosphère avait quelque chose de théâtral, presque cérémoniel. Lady Margaret était assise droite, le regard figé dans le vide. Le colonel Withers observait la cheminée avec cette rigidité propre aux hommes trop longtemps restés en silence. Hélène, quant à elle, paraissait fébrile. Je perçus un tremblement à peine visible dans ses mains croisées. Poirot, planté au centre de la pièce comme un chef d'orchestre sur le point de lever sa baguette, prit la parole d'un ton calme, presque doux. Il n'y avait dans son discours ni menace, ni accusation frontale, mais une gravité mesurée, empreinte d'une profonde humanité. « Mes amis, dit-il, ce que nous avons devant nous, ce ne sont pas des preuves brutes, mais des échos, des gestes oubliés, des parfums qui reviennent. Et pourtant, dans ces ombres, la vérité existe. Elle a été patiemment tissée, dissimulée, mais elle n'est pas morte. » Un silence suivit, lourd, pesant.
comme si chacun retenait son souffle. Je n'osais bouger. Même l'horloge de marbre semblait avoir suspendu son tic-tac. Poirot tourna lentement sur lui-même, effleurant du regard chacun des visages présents. La vérité, mes amis, est un jardin, et certains y ont planté des fleurs empoisonnées. Et c'est là, dans cette attente, lourde de révélations, que commença la dernière mise en lumière. Poirot poursuivit avec cette précision qu'il possédait si bien. Sa voix n'élevait jamais le ton, mais elle entaillait les silences comme un scalpel. « Tout commence, dit-il, avec une femme nommée Alice Beaumont. Une femme douce, effacée, mais non sans esprit. Elle portait en elle cette forme de mélancolie que seuls perçoivent ceux qui savent écouter. Et elle avait une amie, proche, très proche, Lady Margaret. Je vis Lady Margaret tressaillir, mais elle ne dit mot. Poirot continua. Il y a eu trahison, une amitié brisée, dévorée par la jalousie, par un amour convoité. Craydon, son époux, n'était pas innocent non plus. Il a vu le désespoir d'Alice, l'a senti se consumer, mais il a choisi le silence. Poirot fit quelques pas, les mains croisées dans le dos. Alice a été lentement empoisonnée. Pas par haine, non, mais par envie. Envie d'effacer, d'éteindre cette présence qui rappelait un passé mal assumé. Elle n'est pas morte seule. Elle a été abandonnée, trahie par deux êtres qu'elle aimait. Un frisson parcourut l'assemblée. Le colonel Withers détourna les yeux. Hélène porta une main à sa gorge, blanche comme le lin de sa robe. Poirot s'arrêta devant Lady Margaret. « Vous n'avez jamais tué de vos mains, madame. Mais vous avez regardé mourir, et vous avez laissé la brume recouvrir la pierre. » Elle ne répondit pas. Elle semblait soudain bien plus âgée, rétrécie dans son fauteuil. C'est alors qu'Hélène se leva. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, n'avait rien d'un cri, mais portait une clarté qui tranchait dans l'émotion ambiante. « Je ne voulais pas sa mort, murmura-t-elle, je le jure. » Ses yeux se posèrent un instant sur Poirot, puis sur moi, comme pour y chercher une approbation silencieuse. Je voulais seulement qu'il voie, qu'il comprenne. Poirot l'encouragea d'un hochement de tête imperceptible. Elle poursuivit. Toute ma vie, j'ai entendu le nom d'Alice chuchoter dans les couloirs, effacer des albums, rayer des lettres. Mais le silence, Monsieur Poirot, il crie, et j'ai entendu ses cris. Elle sortit de sa poche un mouchoir délicatement brodé, qu'elle serra nerveusement entre ses doigts. J'ai retrouvé son journal, à l'âge de 16 ans, ses mots, ses larmes. J'ai compris. J'ai su qu'elle n'était pas partie, qu'on l'avait poussée. Elle se tourna vers Lady Margaret. Je ne voulais pas vous humilier. Je voulais que vous vous souveniez, que vous lui rendiez sa place. Son regard vacilla, mais elle tint bon. Alors j'ai écrit ces lettres, une par une. J'y ai mis du jasmin, son parfum. J'ai espéré qu'il se souviendrait. Sa voix se brisa. Je ne pensais pas qu'il mourrait. Le silence qui suivit fut encore plus profond que le précédent. Il n'y avait dans ces mots ni vengeance, ni colère. Juste cette fragilité des cœurs longtemps ignorés. Poirot, avec la patience d'un jardinier contemplant ses fleurs fanées, prit la parole d'un ton mesuré. « Non, mademoiselle Hélène, vous n'avez pas tué votre père. Ce que vous avez provoqué, c'est une rencontre manquée avec la vérité. » Il marqua une pause, croisant ses mains avec lenteur. Craydon est mort de cause naturelle. Son cœur, affaibli, n'a pas supporté le poids du souvenir. Il n'y eut ni poison, ni stratagème funeste. Seulement un fardeau trop longtemps porté. Il regarda autour de lui. Ce que vous avez orchestré, c'est un théâtre de mémoire. Une mise en scène discrète mais pénétrante. Vous avez agité les ombres
convoquer les fantômes. Je me rappelais alors les lettres, les parfums, la serre, les regards fuyants. Tout ce qui paraissait autrefois mystérieux ne l'était plus. Il s'agissait non d'un crime, mais d'un rappel, d'un deuil refusé, transfiguré en gestes symboliques. Poirot ajouta doucement : « Le chagrin, mademoiselle, peut être une arme quand il devient obsession. Mais vous avez choisi la lumière, pas la lame. » Hélène baissa les yeux. Pour la première fois, elle semblait soulagée. Ce fut Lady Margaret qui, contre toute attente, se leva lentement. Elle posa une main sur le dossier de son fauteuil, comme pour s'y raccrocher à demi. Son visage, que j'avais toujours vu impassible, semblait à présent parcouru de fissures invisibles. « Je l'aimais », dit-elle d'une voix rauque. « Pas lui, mais elle, Alice. » Un souffle de stupeur parcourut la pièce, mais personne n'interrompit. Elle me fascinait, et elle me faisait peur. Elle était douce, trop douce. Elle avança de quelques pas, hésitant. J'ai vu sa solitude, j'ai vu sa faiblesse, et j'ai vu l'occasion. Un silence pesant s'installa. Poirot restait immobile, les yeux baissés, presque recueillis. Je n'ai pas versé le poison, non. Mais j'ai laissé faire, j'ai détourné le regard, j'ai parlé doucement, j'ai convaincu Craydon que tout irait mieux sans elle. Sa main tremblait. Et quand elle s'est morte, je n'ai pas pleuré, j'ai pensé que c'était fini. Ses épaules s'affaissèrent. Mais rien ne finit, monsieur Poirot, rien. Elle se rassit. Son regard, vidé de toute défense, croisait celui d'Hélène, sans haine. Seulement un long remords, dense, silencieux, que seule la vérité peut réveiller après tant d'années. Lorsque nous quittâmes le salon, le silence s'était épaissi comme un voile humide. Les rideaux ne bougeaient plus. Le parquet, que je connaissais pour grincer, semblait ce soir-là respectueux du deuil. Poirot s'arrêta un instant sur le seuil. Il renifla l'air, très légèrement, et un pli discret ourla sa lèvre supérieure. « Le jasmin » murmura-t-il. Je ne perçus d'abord rien, puis un souffle, une trace à peine perceptible, comme un écho. Un parfum doux, ancien, flottant dans l'air du salon désormais déserté. « C'est étrange, n'est-ce pas, Hastings ?» dit-il en se tournant vers moi. « On ne sent plus Alice, et pourtant, elle est partout. » Je ne répondis pas. Il y avait dans ces mots quelque chose d'indicible, comme si une mémoire invisible avait glissé entre les meubles, les portraits, les silences. Nous quittâmes Windmere Hollow sans nous retourner. Mais longtemps, encore, je crus sentir, dans certains soirs d'été, un soupçon de jasmin dans l'air. Et je pensais alors à une femme oubliée, à une fille qui avait voulu se souvenir, et à un homme aux moustaches impeccables qui avait su écouter le parfum du silence. Merci pour la confirmation. Je vais à présent rédiger l'épilogue complet intitulé « Le souffle du jasmin », en suivant fidèlement les 5 sous-parties et en respectant le ton narratif de Hastings, ainsi que les consignes littéraires et psychologiques que tu as établies. Je commence maintenant. Nous quittâmes Windmere Hollow, dans un silence que même les roues de la voiture n'osaient troubler. Le manoir, dressé derrière nous comme un spectre de dignité blessée, s'effaçait peu à peu dans le brouillard pâle d'un matin anglais. Poirot, à mes côtés, restait absorbé, les bras croisés sur sa canne, les yeux fixés sur un point que seul son esprit discernait. Je n'osais briser ce recueillement. Peut-être comme moi, ressentait-il ce mélange d'inachevé et de soulagement, ce curieux vide qui suit les révélations tardives. Rien n'était tout à fait réparé, mais quelque chose pourtant s'était apaisé. Le passé avait parlé, et bien que ces mots fussent rudes, ils avaient dissipé une part de l'obscurité. Je regardais nos valises,
rangées avec soin. L'une d'elles portait encore l'odeur des papiers anciens et d'un vieux journal maculé d'encre. Le jasmin, je le sentais encore, comme une empreinte invisible sur nos vêtements, sur nos pensées. Poirot tourna lentement la tête vers moi. « Vous voyez, mon ami, il ne suffit pas de découvrir la vérité. Il faut aussi savoir lui survivre. » Et nous reprîmes la route, laissant derrière nous un lieu chargé de murmures qui ne s'éteindrait jamais tout à fait. Quelques heures avant notre départ, je m'étais aventuré seul dans le jardin, mu par un besoin confus de revoir ce théâtre végétal où tout semblait s'être joué en silence. Les haies, jadis épaisses et désordonnées, avaient été taillées avec rigueur, presque brutalement. Les allées, débarrassées de leur mousse, avaient perdu cette langueur romantique qui leur conférait jadis tant de mystère. Le jardin paraissait avoir été purgé de ses souvenirs. Pourtant, en m'arrêtant près de la serre abandonnée, je crus percevoir une note fugace, ce parfum de jasmin, toujours là, suspendu dans l'air immobile, comme un souffle qui résiste à l'oubli. Je fermai les yeux. Était-ce seulement une illusion, ou bien le signe que certaines présences, même disparues, laissent une empreinte plus tenace que le marbre d'une tombe? Il y avait là, dans ce jardin vidé de ses ombres, une beauté étrange, presque cruelle, celle d'un lieu qui, pour survivre, avait dû renier sa propre mémoire. Quand je regagnai la maison, Poirot m'attendait dans l'entrée, son chapeau à la main. Il me regarda, puis dit doucement « Le jardin est en paix, Hastings, mais ce n'est pas toujours le cas des cœurs qui l'ont traversé. » Nous avions appris par une lettre brève et polie qu'Hélène était partie pour Florence. Elle n'avait laissé ni adresse précise, ni promesse de retour. Juste quelques lignes tracées à l'encre noire sur un papier sobre, où chaque mot semblait peser, presque retenu. « Il faut parfois quitter les lieux qui nous nomment avant qu'ils nous dévorent », écrivait-elle. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette jeune femme que nous avions vue vaciller entre silence et révolte, entre douleur et résolution. Elle n'avait pas tué, non. Mais elle avait convoqué les fantômes, réveillé les mensonges, crevé les abcès d'un passé que tous s'acharnaient à maintenir enterré. Son départ n'était pas une fuite, me semblait-il, mais une forme de pardon, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Elle avait fait parler les morts, et cela avait suffi à briser le sortilège. « Florence est une ville de lumière », dit Poirot en repliant la lettre. « Peut-être saura-t-elle, là-bas, redéfinir son propre nom. » Je regardais par la fenêtre, là où s'effaçait déjà son souvenir, et je me surpris à murmurer « Adieu, mademoiselle Hélène », ou peut-être simplement « Bonne chance ». Lady Margaret était restée, ou plutôt, elle s'était figée, comme une pierre plus ancienne que la demeure elle-même. Après la révélation, elle s'était retirée dans une aile isolée du manoir, fermant les portes une à une, comme on referme les pages d'un livre que l'on n'ose relire. Les domestiques avaient tous été congédiés. Le personnel de cuisine n'entrait plus que 2 fois par semaine, en silence. Aucun miroir ne subsistait dans sa partie du domaine. Détail que m'avait soufflé discrètement Withers, le regard baissé. Je songeais à cette femme fière, jadis, éclatante, aujourd'hui réduite à un souffle dans les couloirs, à une ombre derrière les tentures. Son crime n'avait jamais été jugé, mais il s'était imposé à elle avec une lenteur implacable, comme une marée montante. « La pire punition, mon ami, » dit Poirot un soir, « est celle que l'on s'inflige en connaissant enfin le poids de ses propres gestes. » Je hochai la tête sans répondre, et dans le silence qui suivit, je crus entendre, au loin, le bruissement d'une robe contre un mur froid, peut-être une femme qui marche, sans but,
dans le labyrinthe qu'elle a elle-même bâti. Alors que le train nous ramenait vers Londres, bercé par le cliquetis monotone des rails, Poirot se pencha légèrement vers moi, les doigts croisés sur sa canne. Il ne parlait pas encore, mais je sentais qu'une réflexion s'organisait derrière ses yeux clairs, dans cette précision toute belge qui le caractérisait. « Hastings », dit-il enfin d'un ton presque méditatif. « Il est curieux comme le passé ne meurt jamais tout à fait. Il s'attarde, se dissimule dans les plis des rideaux, dans les souvenirs imparfaits, dans le parfum persistant d'une fleur qu'on croyait fanée. » Je demeurai silencieux. Il poursuivit. « Ce parfum, le jasmin, ce n'était pas une preuve, non, mais c'était un indice de nostalgie, de regret, d'innocence souillée. » Il disait « Quelque chose ici n'a pas été dit, n'a pas été pleuré. » Il se tut longuement, puis conclut doucement. « Nous avons révélé la vérité, Hastings, mais parfois, cela ne rend pas justice. Cela ne fait qu'ouvrir la porte à un chagrin plus lucide. » Et, tandis que le paysage défilait à toute allure, je compris que cette affaire, plus que toute autre, nous avait laissé moins triomphants, mais peut-être plus humains. Certaines vérités ne crient pas, elles flottent comme un parfum discret dans les couloirs du souvenir. Et vous, face au silence et au passé, auriez-vous su reconnaître le vrai coupable? Ou auriez-vous, vous aussi, regardé ailleurs? Si cette enquête vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter votre réponse et de vous abonner pour d'autres histoires pleines d'ombre et de lumière. Car parfois, un simple souffle de jasmin suffit à faire trembler tout un monde.